Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir, Crime s'installe ce soir en Alsace-Lorraine. Bienvenue pour ce numéro de Crime. Nous sommes installés devant la cathédrale de Metz, une cathédrale dont la construction a commencé en 1240 et qui a duré près de 3 siècles. Nous allons ce soir vous raconter 3 histoires, 3 faits divers qui se sont déroulés en Alsace-Lorraine. Crime est toujours installé en région Alsace-Lorraine. Avec nous Fabrice Poli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier, vous connaissez très bien cette région. Finalement, la région Alsace-Lorraine, c'est une région qui n'est pas très grande, c'est une région qui est riche également. Est-ce que du coup, ça attire de la criminalité? Nous nous situons en zone frontalière. Nous avons 3 frontières qui bordent ces 2 régions, qui sont le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Plus bas, nous avons également la Suisse. La particularité de cette région, c'est qu'effectivement, nous avons un trafic de stupéfiants en provenance des Pays-Bas, puisque les Pays-Bas se trouvent à peu près à 200 km de Metz. On est à 2 heures de route des principales villes dans lesquelles les stupéfiants sont quasiment en vente libre, on va dire. Et nous avons aussi une criminalité qui provient des pays de l'Est. Tout ce qui arrive des Balkans transite par l'Allemagne et arrive chez nous, effectivement. Donc ça génère différents types de criminalité en fonction des secteurs, plus particulièrement l'Alsace avec les réseaux de prostitution, la Lorraine et le nord de la Lorraine avec des villes frontalières comme Longwy qui sont proches de communes de Belgique où les stupéfiants transitent beaucoup, on va dire. Est-ce qu'il y a encore des frontières physiques avec ces pays? Alors, il n'y a plus de frontières physiques avec ces pays, puisque aujourd'hui la circulation est libre depuis les accords de Schengen. Pour autant, nous avons des partenariats avec les différentes autorités de police des pays voisins. Comment se passe précisément la collaboration avec les polices des autres pays? Les unités d'investigation travaillent de concert avec les autorités allemandes, luxembourgeoises, belges. Nous échangeons des informations assez régulièrement et nous avons des dispositifs qui permettent quand même d'identifier les véhicules issus provenance de France ou même d'Espagne ou ailleurs qui rentrent par exemple aux Pays-Bas et qui en ressortent assez rapidement. Donc ces dispositifs d'identification des véhicules nous permettent de remonter certaines pistes et de remonter certains trafiquants. Mais ça veut dire quoi concrètement quand une voiture entre aux Pays-Bas, par exemple, sa plaque d'immatriculation est photographiée, scannée? Il y a des dispositifs qui permettent quand même de scanner les plaques d'immatriculation qui rentrent et ensuite des listes sont transmises aux autorités françaises, ce qui nous permet quand même d'avoir une vue globale sur les allées et venues des Pays-Bas à la France. Parce qu'au fond, on dit que les frontières n'existent pas, mais dans ce que vous nous expliquez, elles existent finalement, elles continuent à exister malgré Schengen. Virtuellement, elles existent. Vous savez, l'Europe est un grand territoire. Aujourd'hui, on a beaucoup de criminalité itinérante. On voit bien avec les gens qui proviennent des Balkans, on voit bien aussi avec les réseaux de prostitution. Cette criminalité itinérante nous oblige à nous réorganiser, oblige les services de police européens à se réorganiser complètement. Crime toujours installé en Alsace-Lorraine et pendant ce reportage, Fabrice Poli, qui est policier et qui connaît très bien cette région, est resté avec nous. Les enquêtes que j'ai vues en préparant cette émission montraient qu'il y avait une augmentation du trafic des stupéfiants. Vous confirmez ces données? Oui, je le confirme tout à fait. On a un sillon qui va de Metz à Nancy en remontant par Thionville, Longwy, etc., qui mène directement aux Pays-Bas. Et on a une ligne droite vers l'Espagne. Ça nous permet quand même d'être en présence on va dire, de Go Fast, qui aujourd'hui se redimensionne de manière différente, puisqu'aujourd'hui les véhicules ne partent plus en convoi rapide. C'est plutôt des convois beaucoup plus lents, beaucoup plus inaperçus. Avec on appelle les slow fast d'ailleurs. Ce que j'appellerais, oui, des go slow, des slow fast, des choses comme ça. Voilà. Effectivement, donc aujourd'hui, on a une autre image du trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, ça n'est plus le véhicule ouvreur avec des véhicules ultra rapides, etc. Non, aujourd'hui, vous avez des quantités de produits stupéfiants qui transitent par des camping-cars avec des familles, avec des gens d'une 50aine d'années. On les remarque même plus sur les autoroutes. Et qui sont ces gens au fond? C'est des gens qui sont recrutés comme ça sur place et qui viennent vous parler de famille dans des camping-cars, ça paraît assez étonnant quand même. Ce sont des gens qui sont recrutés, effectivement, ce sont des gens qui sont rémunérés pour pouvoir effectuer les transports en toute discrétion et on a de plus en plus de mal à détecter tout ceci. Il y a un autre trafic qui semble se développer, c'est le trafic d'armes. Le trafic d'armes, effectivement, donc nous sommes en proximité de frontières, comme je vous l'ai dit, avec les pays qui viennent de l'Est. Dans les Balkans, après les crises que nous avons connues au Kosovo, etc., il y a eu énormément de circulation d'armes de type Kalachnikov, etc. Donc effectivement, ces armes arrivent progressivement chez nous. Pour autant, elles ne restent pas dans le secteur. Elles redescendent bien souvent vers le sud de la France, etc. On a d'autres trafics d'armes qui concernent la revente d'armes, la législation sur les armes en Belgique est beaucoup plus souple qu'en France et on a énormément de frontaliers qui vont acquérir des armes lors des bourses aux armes qui ont lieu dans différentes communes de Belgique. Je voudrais qu'on dise un mot également sur une affaire qui a marqué les Français, c'est la petite Bérénice, 8 ans, qui a été enlevée à 106 en Meurthe-et-Moselle et ça avait déclenché une alerte enlèvement au niveau national. On a vu l'efficacité de l'alerte enlèvement et l'efficacité de la police. L'affaire Bérénice a aujourd'hui traumatisé une population qui se pensait à l'abri de ce type d'événement.
enlèvement. Pour autant, l'alerte enlèvement, si dans ce cas précis a été très très efficace, on va dire, elle peut avoir aussi des effets pervers, puisque on était à Sancy, à environ 30 minutes de route du Grand-Duché du Luxembourg et de la Belgique. Donc au moment où l'alerte enlèvement a été déclenchée, on ne savait pas si l'auteur du rapt avait déjà passé la frontière ou pas. Voilà. Et il n'y a pas d'alerte enlèvement au niveau international, en tout cas au niveau européen. Par Non, exemple, quand elle est déclenchée en France, au Luxembourg, elle n'est pas déclenchée. Pour le moment, l'alerte enlèvement est limitée à la France, quand bien même le Luxembourg a l'information selon laquelle l'enlèvement a été commis, l'alerte enlèvement n'est diffusée qu'en France.